Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café. Ça faisait quelques jours qu'il y avait plus format de vidéo, mais là, normalement, ça devrait à peu près reprendre cette semaine. Et quand je dis ça, c'est parce que là, on est en pleine saison des conférences dev, et d'ailleurs, vous le verrez dans la première actu. Et en fait, là, je me rends compte quand même que j'ai oublié de vous rappeler le concept, mais Dev Café, c'est un résumé de l'actu sur le développement, normalement en une dizaine de minutes, et aussi normalement tous les jours. Et là, je dois vous avouer qu'on a quand même pris un tout petit peu de retard, et donc je vais essayer de me rattraper, mais aujourd'hui il sera notamment question d'Apple et qui met encore des bâtons dans les roues avec le DMA. On verra aussi que Huawei est accusé d'avoir faké une démo, et dans la deuxième partie, il sera notamment question de GitLab et qui est sorti en version 17. Donc voilà, comme d'hab, vous savez, je mélange tout ça et vous avez dans la barre de progression en fait tous les sujets. Sinon, plus simple, vous avez qu'à suivre la vidéo et en plus, elle commence tout de suite. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, cette semaine, on a deux événements. D'un côté, on a Microsoft qui fait sa conférence pour les devs et qui s'appelle la Build et qui aura lieu entre mardi et jeudi. Et comme pour la Google I.O., on a prévu de vous faire un live normalement demain soir pour le ou la keynote. En gros, c'est prévu pour 18h, donc vous aurez un live bien ici sur la chaîne et on commencera quelques minutes avant. Alors honnêtement, j'espère que ce sera mieux que Google parce que la semaine dernière chez Frandroid, je vous avoue, j'ai bien ramé. Et ensuite, jeudi et vendredi, il y aura la Kotlin Conf avec probablement des nouvelles sur Kotlin 2 et même aussi Kotlin Platform, en tout cas, je pense. Alors cette fois-ci, le ou la keynote, parce qu'en fait, je sais jamais, ce sera à 9h, donc je pense pas qu'il y aura de live, à moins que vraiment vous me le demandiez très fort. Mais je pense que je ferai un résumé un tout petit peu comme j'ai fait pour la Google I.O. Donc en gros, voilà, quand même une semaine bien chargée, mais par contre, après, ça se calmera un tout petit peu. On enchaîne avec les annonces de i/OS et qui ont lieu jeudi dernier, et je vous avais expliqué qu'une version 2 était au programme. Et juste avant, et pour rappel, c'est une version d'Android dégoulisée, c'est-à-dire forcément sans les services de Google et aussi sans l'espionnage, mais on peut quand même avoir accès aux applis du Google Play, histoire, vous savez, de pas se limiter à juste quelques applis open source. Et honnêtement, je dois vous avouer que cette V2 est assez décevante. Alors pour eux, ça a l'air d'avoir marché parce que plein de sites ont repris l'info et je pense que c'était leur objectif. Et par contre, en termes de changelog, c'est assez léger. En gros, il y a 3 améliorations, avec le support d'Android Auto, l'appli caméra qui peut lire des QR codes, et on a aussi un widget qui affiche les applis qui font fuiter le plus de données, et aussi qui intègre le plus de trackers, et en fait, c'est à peu près tout, parce que là, je vous affiche le reste des nouveautés, et on va dire que c'est plus de l'incrémental qu'autre chose. Donc tant mieux s'ils ont pu faire parler d'eux, mais sur la partie dev, comme on dit, il faudra repasser plus tard. On enchaîne avec Apple avec pas moins de 3 infos. Et déjà, avec le Digital Markets Act, il est possible d'avoir des App Store tiers sur les iPhones, et dans 6 mois, ce sera aussi le cas sur les iPads, et pour le moment, il n'y en a que 2, l'All-Store et Setup. Et pour qu'il puisse arriver, il a fallu attendre iOS 17.4, et à ce moment-là, il y avait un identifiant qui permettait de faire le lien entre un iPhone et une boutique. En gros, si vous reveniez sur un store, ça permettait de savoir qui vous étiez. Sauf que vous savez qu'Apple est très porté sur la vie privée et cet identifiant, il pouvait être détourné pour traquer un utilisateur. C'est pour ça que sur iOS 17.5, Apple a corrigé ça en le transformant en un identifiant unique. Mais le problème, c'est que maintenant, si par exemple vous installez l'All-Store, ça coûte quelques euros. Et là, imaginons, vous le supprimez et un peu plus tard, vous voulez le réinstaller. Et le store pourra plus vous reconnaître et donc vous serez obligé de repayer parce qu'en fait, le store, il connaît pas le nouvel identifiant. Alors pour le moment, la seule solution, c'est de contacter le support pour qu'en fait, il refasse le lien à la main. Mais donc, en gros, en voulant corriger une faille, Apple en a créé une autre. Donc voilà pour le premier sujet autour du DMA, et le deuxième, c'est qu'on peut changer le navigateur par défaut. Mais pour avoir cette possibilité, il y a tout un tas de critères pour qu'en gros, les apps tierces avec leur propre web view soient pas autorisées. Et ça pourrait être simple, sauf que ça l'est pas, parce que par l'intermédiaire de The Register, on apprend qu'Apple rajoute dans ses exigences que seuls des développeurs physiquement situés en Europe peuvent travailler sur la fonctionnalité. Alors selon les infos du site, Apple vérifierait la localisation des devs, et si l'IP est en dehors de l'Europe, ils auraient carrément plus accès au simulateur. Et c'est un vrai problème parce que Google, Microsoft et même Mozilla ont une bonne partie de leurs devs qui sont en dehors de l'UE. Alors pour le moment, on ne sait pas vraiment si c'est légal, mais vous savez, comme d'hab, Apple est en mode très borderline. Et enfin, dernière info côté Apple, et qui concerne cette fois-ci le développement et plus particulièrement les étudiants. Pour ça, depuis 2008, il y a ce qu'on appelle l'iOS Developer University Programme et qui donne, ou même plutôt donner accès à des cours pour donc développer sur iOS. Et Apple avait tourné son programme de manière relativement intelligente pour donc non seulement permettre de former des étudiants, mais surtout leur éviter de payer, vous savez, l'abonnement annuel là, qui coûte une centaine d'euros.
Donc finalement, c'était une manière habile d'enrôler des personnes finalement le plus tôt possible. Mais là, c'est fini depuis le 15 mai parce que ce programme, il est définitivement fermé. Alors malgré tout, il y a une sorte d'alternative pour les universités qui peuvent demander d'avoir un statut un peu similaire aux organisations à but non lucratif, et par contre l'accès au store, ça ne marche qu'avec du contenu 100% gratuit. Ça veut dire que les étudiants, maintenant, s'ils veulent donc publier sur le store, ils ne pourront mettre que des applis totalement gratuites. Donc si je le dis autrement, il n'y a plus de programme dédié aux étudiants dans les universités pour donc apprendre iOS, et s'ils veulent publier sur l'App Store, c'est des applis totalement gratuites, donc sans in-app ni sans abonnement par exemple. Bon voilà, on est fini avec Apple, et maintenant quand on pense IA, c'est généralement aux États-Unis, voire même en Europe. Mais vous savez que je suis aussi l'actu en Chine, et certes, ils sont un tout petit peu en retrait en termes de performance, mais je pourrais vous faire des épisodes entiers parce qu'ils sortent des modèles à la pelle. Et en l'occurrence, Huawei a un peu la double casquette parce qu'ils ont l'aspect hardware où ils se défendent quand même pas mal, et aussi la partie développement. Et là, lors d'une conférence, ils ont fait une démo pour un SDK autour de ce qu'on appelle le RAG, c'est-à-dire la génération augmentée de récupération, si on dit en bon français. Et sans trop rentrer dans les détails, c'est une technique qui consiste à piocher à la fois dans la base d'entraînement et à y coupler un modèle génératif pour donc améliorer les résultats. C'est pour ça qu'on parle de génération augmentée de récupération. Bref, je détaille pas plus, et là on revient à la fameuse démo, et d'ailleurs je suis désolé, mais j'ai pas de capture à vous montrer, il y a rien en fait, pas de vidéo, pas de photo. Mais à un moment donné, ils disent « Voilà, regardez comme le développement avec ce SDK est simple, ça tient en une douzaine de lignes. » Sauf que dedans, il y a un beau slip de 6 secondes et qu'ils ont pas expliqué pourquoi, mais par contre, la démo elle marche bien. Et forcément, là les devs ils se sont dit « Est-ce que ce serait pas un fake ?» Et là-dessus, Huawei a essayé de se justifier un tout petit peu plus tard sur un forum en disant que leur démo se basait sur des images et qu'au lieu d'avoir des images préparées à l'avance, ils utilisaient un modèle qui en générait et les 6 secondes, c'était juste là pour attendre qu'elle soit dispo. Et à la limite, pourquoi pas? Sauf que vous voyez qu'à la fin de leur message, il y a bien écrit que le code sera mis à disposition. Et sauf que depuis, on n'a pas de nouvelles. Alors certes, c'était qu'il y a 3 jours, mais si la démo elle était pas fake, on aurait pu imaginer qu'il soit donné direct, parce qu'on se parle de 12 lignes de code. Et donc, pour ce qui est des réponses juste en dessous, donc les réponses des Chinois, les 3/4 des messages sont en mode « donnez-nous le code, sinon c'est du fake », et les rares qui y croient attendent aussi le code. Donc c'est pour cette raison qu'il y a un gros doute sur cette démo de Huawei. Bon, en vrai, là, je viens de vous partager cette anecdote, mais qu'on soit bien clair, là, les Google, les Microsoft, ils ont déjà eu fait pareil. Mais disons que Huawei, ils se sont descendus tout seuls en donnant pas le code et donnant ces explications à moitié bancales. Bref, je vais pas m'attarder non plus sur ce sujet, parce que sinon je vais parler dans le vent, mais voilà, en tout cas, je trouvais l'anecdote assez sympa. Et donc voilà, maintenant que tout est raconté, on bascule vers les actus en bref. Replit est une plateforme en ligne de développement jusqu'au déploiement, mais malgré le tournant vers l'IA, le CEO a annoncé le départ d'une trentaine de personnes. Et à parler d'IA, vendredi, le Conseil de l'Europe a adopté un traité international visant à garantir le respect des normes juridiques en matière de droits de l'homme, de démocratie et d'état de droit par les systèmes d'intelligence artificielle. Et à parler d'Europe et d'IA, Microsoft a jusqu'à lundi prochain pour fournir plus de documents sur le fonctionnement de Copilot dans Bing et la fonction de création d'images. Une enquête avait été ouverte en mars, mais Microsoft n'aurait pas dévoilé suffisamment de documents internes. Par ailleurs, la Commission européenne a formellement annoncé que Meta était sous investigation dans le cadre du Digital Services Act autour de manquements dans la protection des enfants. Et pour ce qui est de l'application Temu, plusieurs associations de protection des consommateurs comme l'UFC Que Choisir en France ont déposé plainte également au titre du Digital Services Act. L'objectif est que l'application soit reconnue comme une très grande plateforme en ligne et qui la contraindrait à plus de transparence. Et pour en revenir à l'IA, alors que certains font la course, l'opérateur japonais SoftBank travaille sur une IA pour que les opérateurs des data centers ne se fassent plus harceler par les clients et entendent à la place une voix bien plus calme. Et maintenant dans les bonnes nouvelles, Winamp, le célèbre logiciel, a annoncé qu'en septembre, tout le code source de l'application desktop serait mis à disposition. À la place, la société se réoriente vers un lecteur mobile et dans une sorte de service de streaming. Et ce n'est pas tout dans les bonnes nouvelles, puisque l'Allemagne dispose d'un fonds dédié à soutenir la tech et plus de 150 000 € ont été alloués à FFmpeg pour les années 2024 et 2025. Et sur iOS, la sortie de la version 17.5 a éveillé les soupçons de certains utilisateurs qui ont vu réapparaître des photos supprimées il y a plusieurs années. Apple, qui met en avant la vie privée, semble ici avoir du mal à supprimer les fichiers de son cloud.
Et on termine sur une note plus anecdotique, puisqu'OpenAI a ses bureaux à San Francisco, mais Sam Altman ne peut plus manger en public car il est rapidement reconnu. Allez, s'il vous plaît, sortez vos mouchoirs. Et on reprend avec des infos plus dev, et la semaine dernière, il y avait la journée internationale sur l'accessibilité, et ce jour-là, le W3C a sorti le brouillon de l'aspect du WCAG 3, et juste, si vous connaissez pas, le WCAG, c'est l'aspect qui fait référence pour l'accessibilité des sites. Alors, ça a été un peu détourné pour les applis, mais à la base, ça reste bien pour les sites. Et là, le brouillon de la V3 a donc été mis en ligne, et ce qu'il faut retenir, c'est que la spec, elle devient générique, et officiellement, elle cible les applis, donc desktop et mobile, même si le W de WCAG, ça veut quand même dire web. Bon, mis à part ça, dans la V3, c'est une sorte de réécriture et de réorganisation, et aussi, on a le focus sur les handicaps cognitifs. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je vous ai mis le lien si vous voulez en savoir plus, mais par contre, pas d'inquiétude, là ça reste quand même comme brouillon pour le moment. On enchaîne, et si l'accessibilité c'est un peu le sujet qu'on met de côté, les tests c'est juste derrière. Et là, JetBrains propose depuis plus d'un an un IDE justement dédié aux tests et qui s'appelle Aqua, et là il est maintenant disponible pour tous, donc en version stable, et il est même gratuit pour une utilisation non commerciale. En termes de langage supporté, vous voyez que c'est assez large, avec par exemple du Java, du Python ou même du JavaScript, et pareil, on a des frameworks assez connus comme par exemple Selenium. J'enchaîne, et je vous disais en intro qu'une nouvelle version de GitLab était dispo, et en effet, la version 17 est en ligne, et honnêtement, je vais avoir du mal à tout vous lister, parce que leur changelog, il fait vraiment 3 km. Bon, vous avez notamment un catalogue qui vous permet de récupérer des composants qui sont créés par d'autres, pour les utiliser par exemple dans l'intégration continue, ou même le déploiement. Leur IA qui s'appelle GitLab.io et dans sa version chat se base maintenant sur Claude 3, mais par contre attention, c'est pas dispo dans la version gratuite. Ensuite, pour la version cloud, il y a maintenant des runners sur l'architecture ARM, et en fait, je pense que je préfère m'arrêter parce que vraiment, ça fait 3 km, et à la place, je vous incite à aller regarder, et vous savez, le lien, il est dans la description. Et juste pour terminer, je reviens un tout petit peu sur la Google I.O., où dans les résumés que je vous ai fait, il manque 2 infos. Déjà, côté Firebase, ils ont annoncé Data Connect en mode vous allez enfin avoir du type safe. Et en fait, derrière, c'est plutôt du SQL et plus particulièrement du Postgre. Donc vu qu'ils n'avaient pas donné l'explication, maintenant vous saurez, mais par contre attention, c'est en preview, donc pas sûr que ce soit vraiment ouvert à tout le monde. Et l'autre, c'est qu'il semblerait que ce qui s'appelle aujourd'hui Google Assistant va se transformer en Gemini, mais par contre la maison connectée qui était Google Home va le rester, en tout cas ils n'ont pas l'air d'avoir changé le nom. Et là, la nouveauté, c'est qu'on peut interagir justement avec cet écosystème avec une API dédiée. Donc en gros, il faut se dire que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que maintenant, vous savez, avec le protocole Matter, tout est plus ou moins amené à communiquer, donc voilà, une bonne nouvelle. Et donc voilà aussi tout pour cet épisode, un tout petit peu en mode rattrapage, et il faut dire qu'on prend quand même un peu toujours les mêmes, et on recommence genre avec Apple qui essaye de gruger un max, mais bon bref, on les refera pas. Pour rappel, demain, on a 2 rendez-vous le matin pour un Dev Café et vers 18h pour la conférence de Microsoft, et à mon avis, on va entendre parler d'IA. Donc en attendant, vous savez, n'hésitez pas à le like, commenter, tout ça, et donc je vous souhaite maintenant une belle journée.